avec ses bateaux en cale sèche. Voici à quoi ressemble le site en temps normal. Prisé des pêcheurs, comme Benjamin Munier. La sécheresse a métamorphosé le lac en une immense prairie. On peut désormais le traverser à pied. Déjà, il faut s'imaginer avec 5 mètres d'eau en plus, les bateaux. On a aussi la petite activité avec les canoës. Donc oui, c'est comme une petite base nautique. C'est clair que cette année, c'est compliqué pour tout le monde. Faute de pluie, le lac ne s'est toujours pas réalimenté. Depuis la terrasse de son restaurant, Daniel Favet assiste impuissant à ce phénomène qui se répète d'année en année. On a normalement régulièrement des orages fin juin. Ça nous arrive d'avoir des quinzaines en juillet aussi où il pleut et ça nous maintient le niveau du Doubs. Et là, ça fait quand même 3 années où on a vraiment des étés à forte chaleur. 30% de déficit pluviométrique cette année. Les conséquences de la sécheresse, Mathieu Beaulieu les vit au quotidien. À cause de la chaleur, cet éleveur ne sort ses vaches laitières qu'à la nuit tombée. Quant au fourrage, il doit puiser dans ses réserves de l'hiver. Le problème, c'est qu'en fin d'hiver, on va repartir avec des stocks à zéro. Donc l'année prochaine, ça risque d'être délicat si la sécheresse revient aussitôt. L'éleveur a décidé de se séparer d'une partie de son cheptel à cause du manque de fourrage. 25 génisses en moins l'année prochaine. C'est le premier levier sur lequel on peut jouer pour avoir moins d'animaux à nourrir, donc avoir moins besoin de quantité de fourrage. Rarement un tel épisode de sécheresse n'a duré aussi longtemps dans le département. Placé en niveau crise, le Doubs espère le retour de la pluie rapidement. Des départements en situation de crise, cela signifie qu'on ne peut plus utiliser l'eau pour l'agriculture, qu'on ne doit la prélever que pour des usages prioritaires. Est-ce exceptionnel ou va-t-on vers des restrictions d'eau systématiques chaque été? Question-réponse avec Simon Ricotier et Philippe Lagone. Depuis le mois d'avril, les mêmes images presque partout en France. Des cours d'eau asséchés, des prairies brûlées par le soleil. Et encore aujourd'hui en septembre, la sécheresse menace le pays. Est-on dans une situation de crise? Dans beaucoup de départements, il n'est pas tombé une goutte d'eau ce mois-ci. Et cette semaine, les températures ont dépassé les 35 degrés. À tel point que les restrictions d'eau par arrêté préfectoral touchent presque toute la France. 29 départements dépassent le seuil d'alerte. 49 sont par endroits en situation de crise. Les plus préoccupants, la Creuse et la Haute-Vienne au centre, le Doubs, le Jura et la Haute-Saône à l'est. Tous les prélèvements d'eau non prioritaires y sont interdits, y compris pour les agriculteurs. Quelles sont les causes de cette situation? Fin mars cette année, le taux d'humidité des sols a chuté et n'a toujours pas retrouvé son niveau normal. Quant aux pluies qui devaient tomber en fin d'été, elles se font toujours attendre. La raison de cette situation, c'est la présence d'un anticyclone continental qui nous protège des perturbations. Et dans le même temps, on a une vaste dépression positionnée au large du Portugal qui agit comme une pompe à chaleur, qui fait remonter l'air chaud sous nos latitudes. Pour autant, sommes-nous face à une sécheresse record. Des chaleurs en septembre, jusqu'alors jamais enregistrées à cette période dans certains départements du nord et de l'est. Pour cet hydrologue, l'année 2020 rivalise avec la sécheresse de 1976 qui fait référence. En fait, on peut comparer la sécheresse de 1976 à celle de cette année sur l'ampleur de la sécheresse. Mais 1976, c'était une année qui avait d'ailleurs conduit à un impôt sécheresse. Là, on est face à 4 années successives de sécheresse historique. Selon les prévisionnistes, il faudra attendre la fin du mois pour voir revenir une météo plus humide. Ce sera mieux que prévu. Le gouvernement table désormais sur une récession de 10%. Jusqu'ici, c'était moins 11% du PIB. C'est à partir de ce chiffre qu'il va construire son budget pour l'an prochain. Alors, qui s'est relevé plus vite? À quel secteur doit-on ce rebond et pourquoi? Christelle Méral et Mathias Barrois. Après la récession, le rebond, l'éclaircie. Après une chute historique cette année, l'activité devrait croître de 8% l'an prochain. Quel secteur retrouve le chemin de la croissance? Cette entreprise, spécialisée dans les services informatiques, a vécu au ralenti pendant 3 mois. Mais la reprise se dessine pour les salariés. On a des clients qui reviennent, des contrats qui repartent. Et là, on commence à avoir quelques retours plutôt intéressants. Le PDG respire aussi. Nouvelle perspective dans les métiers de l'informatique. Les clients doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qui vont continuer à avoir des salariés en télétravail, donc ils ont besoin de les équiper
Ils ont besoin d'avoir plus de sécurité, plus de réseaux. Et donc, pour nous, ce sont des opportunités importantes de business. L'économie devrait retrouver des couleurs l'an prochain avec une croissance meilleure que prévu. Une embellie grâce à la consommation, au plan de relance et à des secteurs qui recrutent. La santé, la logistique, les télécommunications, l'énergie ou l'aide à domicile. Mais l'économie restera fragile l'an prochain, selon cet économiste. En 2021, on reste à peu près encore 3% en dessous du niveau d'activité de 2019. C'est-à-dire qu'on ne revient pas encore à notre niveau d'activité de 2019, malgré le plan de relance, malgré les 100 milliards. D'autres secteurs resteront en difficulté. L'aérien, l'hôtellerie-restauration ou l'événementiel, pour eux, la crise est loin d'être terminée. Le chômage partiel a concerné jusqu'à 8,8 millions de salariés. Au plus fort de la crise, il y a eu des fraudes, des entreprises qui en ont bénéficié tout en continuant de faire travailler leurs employés. Des contrôles ont permis de récupérer 225 millions d'euros. 440 procédures pénales ont été engagées. Les précisions de Julien Bigard et Guillaume Le Goff. Aux entreprises qui fraudent le chômage partiel, le gouvernement a un message. Il faudra rendre l'argent. 270 000 contrôles effectués par l'État ont mis au jour 225 millions d'euros de fraude. Le gouvernement dit en avoir déjà recouvré ou bloqué plus de la moitié, soit 130 millions d'euros. Les témoignages de salariés faisant état de fraude dans leur entreprise se multiplient. Par téléphone, un employé de la grande distribution. Les jours où j'ai travaillé, où j'ai fait des journées de 7 heures, il m'avait mis en chômage partiel. Comment vous le savez ? J'étais payé sur ma fiche de paye, en fait, c'est écrit. Ou ce cadre d'une entreprise de conseil, écœuré par l'abus de ses dirigeants. L'État a quand même financé la marge de l'entreprise. C'est pas une entreprise qui est en difficulté. C'est une entreprise qui, l'an dernier, a fait 150 millions de bénéfices avant impôt. Pratique répandue, un salarié placé en télétravail est déclaré en chômage partiel par son entreprise. Elle touche alors l'argent de l'État. C'est une fraude. Autre arnaque, un escroc subtilise l'identité de plusieurs entreprises et demande en leur nom de bénéficier du chômage partiel. Une fraude là aussi répandue. Alors dans cette cellule d'enquête de l'État... Ici on a recruté 48 personnes en renfort des équipes de permanents. Ces contrôleurs traquent les fausses déclarations à partir des fiches de paie des salariés. Il y a des heures qui sont anormalement élevées ou anormalement basses et les salariés fictifs. Ça vous alerte ? Ça nous alerte automatiquement. Les fraudes décelées représentent 1% du montant versé aux entreprises dans le cadre du chômage partiel. 394 plans de sauvegarde de l'emploi ont été annoncés depuis mars. 57 000 emplois ont ainsi été supprimés. C'est 3 fois plus que l'an dernier sur la même période. Une journée de manifestation et de grève avait lieu aujourd'hui à l'appel de la CGT, de Solidaire et FSU. Une mobilisation contre les suppressions d'emplois et pour les hausses de salaire. Quelques milliers de personnes ont manifesté, notamment à Paris et à Bordeaux. 10 593 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, c'est un nouveau record. L'épidémie est à nouveau très active dans notre pays, a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'un point presse qui va devenir hebdomadaire. Après Marseille et Bordeaux, c'est Lyon et Nice que le gouvernement appelle à réagir d'ici samedi face à une hausse inquiétante des contaminations, en particulier chez les plus de 65 ans. Reportage Anne-Claire Poignard. Quelles restrictions pourraient s'imposer à Lyon et à Nice dans les prochains jours? Première piste possible, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages. Déjà en vigueur à Bordeaux et à Marseille, la mesure interroge sur la plage de Nice. C'est vrai que 10 personnes, mais si on est à la maison, mais là, dehors, où il fait bon, à la plage, je ne vois pas pourquoi on nous embêterait. À Lyon, les passants, eux, sont partagés. 10 personnes maximum, si effectivement cela se produit, ce sera très contraignant pour pouvoir faire ce qu'on a à faire de notre côté, effectivement. S'il faut le faire et que ça participe à contenir l'épidémie, alors on s'adaptera et on suivra le mouvement. Lyon et Nice, deux villes appelées à réagir, car selon le ministère de la Santé, le virus y circule à un niveau inquiétant. 150 cas pour 100 000 habitants en une semaine à Nice, 200 cas pour 100 000 habitants en une semaine à Lyon, c'est 4 fois la cote d'alerte. Alors là aussi, les rassemblements seront-ils limités non plus à 5 000 mais à 1 000 personnes,
cette éventualité refroidit certains supporters de football. C'est très inquiétant, surtout pour l'OGC Nice, pour le club, pour la ville. Bon, après on fera avec. Les préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes devront faire des propositions au gouvernement d'ici samedi. Les restrictions devraient être mises en place dans la foulée. Olivier Véran a également précisé que la situation continuait de se dégrader à Marseille et en Guadeloupe. La fermeture des bars pourrait y être envisagée. Il nous en dira plus dans un instant. Le ministre a par ailleurs annoncé que le port du masque serait obligatoire désormais pour les professionnels des crèches. En revanche, il devrait bientôt y avoir un assouplissement du protocole dans les écoles, les enfants se contaminant peu entre eux. En ce qui concerne les tests, face aux critiques sur les délais fous, parfois 2 semaines pour obtenir un rendez-vous et un résultat, le ministre prône la priorisation. Alors qui sera prioritaire? Florence Bouquilla et Jacques Dubos. Parfois plusieurs heures d'attente pour faire un test PCR et selon les régions jusqu'à 10 jours avant d'obtenir les résultats. Cette jeune femme a des symptômes, elle s'est isolée chez elle et elle attend toujours. On va faire le test et depuis j'ai jamais eu de réponse. On les appelle et ils nous disent oui ça arrive, c'est partout pareil. Et là ça fait 10 jours. Alors comment augmenter le nombre de tests sans provoquer d'embouteillage dans les laboratoires? Cette biologiste a une solution, donner la priorité aux cas les plus urgents. C'est une urgence très symptomatique. Ok, et ça? C'est un monsieur qui vient pour un cas contact. Ok, magnifique. On priorise sur le plateau technique parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un résultat plus rapidement que d'autres. C'est vrai que les personnes qui voyagent, malheureusement, c'est pas des urgences. Ici, tout est basé sur la couleur. Ceux qui sont prioritaires sont en rouge. Ils sont tout simplement, il y a une signalétique au niveau des tubes. Ils sont tout simplement avec des marqueurs. On voit les noirs. Et ils sont tout simplement mis sur le rack urgent. Ils sont traités en priorité. Le résultat arrivera au bout de 24 heures. Mais qui est prioritaire? Le ministre de la Santé l'a rappelé aujourd'hui. Les personnes qui ont des symptômes avec ou sans ordonnance, les cas contacts, le personnel soignant et les aides à domicile. Autre annonce d'Olivier Véran cet après-midi, de nouvelles tentes, d'abord installées en Île-de-France, serviront de centre de prélèvement avec des plages horaires réservées aux personnes prioritaires. Il est d'autant plus important de mieux organiser le dépistage que les tests coûtent cher, pas directement aux Français, ils sont gratuits, mais à la Sécu. La facture pourrait dépasser les 2 milliards d'euros à la fin de l'année. Le calcul est simple, 73,59 € pour chaque test. Est-ce un tarif incompressible ou pourrait-on le réduire? Saada Souban, Manuel Tissier. Des centaines de tubes à essai, prêts à être analysés. En quelques semaines, la France est devenue le 3e pays à tester le plus sa population. Près d'1 200 000 prélèvements sont réalisés chaque semaine. Tous sont entièrement remboursés par l'assurance maladie à hauteur de 74 €, un montant décortiqué par ce médecin biologiste. Ce tarif-là comporte d'une part l'acte de prélèvement, qui est ici. Vous avez la PCR Covid à une valeur de 54 €. Et se rajoutent 2 forfaits administratifs. Le total fait donc 73,59 €. Un tarif qui couvrirait à peine les frais des laboratoires, selon lui. Il y a une obligation d'avoir des personnels qui travaillent la nuit, des personnels qui travaillent le dimanche, qui travaillent le samedi. Il y a des heures supplémentaires à payer. La marge sur le RT-PCR n'est pas très importante. À ce rythme, d'ici à la fin de l'année, l'État aura remboursé près de 2,2 milliards d'euros. Une somme à mettre en perspective d'après cet économiste de la santé. Si vous mettez en regard de ce coût les bénéfices pour la société de ne pas être confinée, on voit que ces 10 millions sont à mettre en regard de 3 milliards d'euros de coûts par jour du confinement. Donc ça peut être une dépense publique extrêmement rentable pour la société. Pourtant, d'autres pays ont baissé leur plafond de remboursement. C'est le cas de l'Allemagne. En juin, le montant pris en charge y est passé de 59 à 39,50 €. Une baisse rendue possible grâce à la pression des caisses d'assurance maladie sur les laboratoires allemands. Et nous accueillons Olivier Véran. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. D'abord, une réaction sur cette facture. Est-ce qu'on pourrait la baisser pour la sécurité sociale? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, compresser la marge des laboratoires? En France, nous avons fait le choix de prendre en charge totalement et à 100%, sans avance de frais, la totalité des tests PCR qui sont proposés aux Français. C'est un choix que nous assumons
parce que la politique de test est importante. C'est l'un des piliers, on y reviendra dans quelques minutes, de notre stratégie de lutte contre la circulation du virus. Donc, nous travaillons avec les laboratoires qui sont très mobilisés. Tout cela a un coût, les plateformes PCR, les réactifs, les écouvillons, les cônes en plastique. Et donc, nous payons au juste prix, mais nous sommes l'un des seuls pays à prendre en charge à 100%. C'est-à-dire que certains pays, et notamment, je crois, en Allemagne, il y a des indications qui appellent à un reste à charge, c'est-à-dire qu'on demande aux habitants de compléter lorsque ce n'est pas dans les indications prioritaires de leur poche. Je parlais de la Sécu, du coup, pour la Sécu, qui effectivement est très élevée, et on se demande si on ne pourrait pas justement le réduire en faisant un peu pression sur les laboratoires comme l'ont fait les Allemands. C'est moins sur les laboratoires que sur les producteurs et sur les plateformes. Il a fallu équiper notre pays à vitesse grand V. Je vous rappelle que nous faisions 100 000 tests avant l'été, que nous avons fait cette semaine 1 200 000 tests. Le coût des équipements en plateforme PCR doit être aussi un coût qui est pris en charge par l'État. Sinon, nous ne pouvons pas demander aux laboratoires de faire davantage d'efforts. Or, nous leur demandons d'en faire encore davantage. On dépense beaucoup d'argent, mais c'est important, évidemment. Mais quand on attend son résultat 5 jours, 10 jours, 15 jours, est-ce qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres? Est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vous posez une très bonne question. Tester quelqu'un qui est symptomatique, ça doit être immédiat. Tester quelqu'un qui est un cas contact, ça doit être fait au 7e jour du dernier contact avec la personne malade, là où on propose aux gens d'arrêter l'isolement si le test est négatif. Et donc, il faut plus de réactivité et plus de priorisation. C'est la politique que nous menons, une politique résolue avec les agences régionales de santé, l'ensemble des labos publics et privés. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui travaillent dans les labos et qui sont soumises à une très forte pression. Et vous avez raison de souligner que, presque paradoxalement, alors que nous sommes devenus l'un des pays qui testent le plus, il y a des métropoles, des endroits, c'est pas sur tout le territoire national, mais dans les endroits où le virus circule le plus, en province, dans mais les petites essentiellement villes dans les aussi. métropoles, essentiellement. Là, dans les endroits où le virus circule le plus, il y a un tel afflux de gens qui veulent se faire tester que les délais se sont allongés. Et là, ça ne sert à rien, on est d'accord, ça ne sert à rien si c'est au bout de 15 jours. Ben, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut prioriser. Il faut que ce que vous avez très bien montré dans votre reportage, avec un labo qui est capable de dire, tiens, là, c'est des prélèvements qui sont urgents. Et nous renforçons le dispositif. En Ile-de-France, par exemple, 20 plateformes extérieures capables de faire chacune 500 tests par jour sont en train d'être déployées avec des horaires réservés, plusieurs horaires réservés, uniquement pour les gens qui correspondent au public prioritaire, les symptomatiques, les cas contacts avérés, les médecins et les aides à domicile. Enfin, les soignants et les aides à domicile. Vous l'avez dit, on a testé 1 200 000 personnes cette semaine. On a les tests, on a les masques, on a l'expérience, et pourtant, on a l'impression que ça ne change rien, que l'épidémie s'emballe. Alors, où est la faille? Qu'est-ce qu'on ne réussit pas à faire? Ça ne change pas rien, et c'est important que les Français le sachent. Les gestes barrières sont notre meilleure protection. En l'absence de vaccins et de traitements efficaces, c'est notre meilleure protection. C'est le pilier 1 de notre stratégie qui n'a pas bougé, qui est une stratégie fondée sur 4 piliers, que sont les gestes barrières, le tracé isolé protégé, tester, tracé, protégé, la protection des vulnérables, et puis les mesures de gestion quand c'est nécessaire. Ce qui a changé, c'est qu'au printemps dernier, le fameux R, le facteur de circulation du virus, était supérieur à 3. Si j'étais malade, dans la semaine, j'allais contaminer en moyenne 3 autres personnes. Aujourd'hui, le R, il est supérieur à 1, mais il est juste supérieur à 1. Ça veut dire qu'une personne va contaminer moins de gens. Et ça, c'est le résultat de la politique que nous menons, mais surtout du comportement citoyen des Français qui ont appris les gestes barrières et qui font très attention. Il nous manque au fond un petit effort supplémentaire, un peu de réduction de contact dans la sphère sociale, faire vraiment gaffe, utiliser par exemple le logiciel Stop Covid quand on va sortir dans un bar ou qu'on réunit des amis chez soi. Il nous manque un petit, pour pouvoir basculer et à nouveau terrasser le virus comme nous l'avions fait avant l'été. Justement, ce petit truc qui manque, vous évoquiez lors de votre conférence de presse Marseille et la Guadeloupe. On pourrait fermer les bars. Vous avez évoqué cette question. C'est pas ça le petit truc qui manque? Est-ce que vous pensez que c'est la solution difficile, radicale, mais efficace? La stratégie, elle reste aussi la même. Du point de vue des mesures territoriales, on différencie les mesures, on les met en proportion de la situation sanitaire et on consulte et on concerte localement avec les élus, les collectivités. En premier lieu, les mesures qui ont été adoptées en Guadeloupe, à Marseille, à Bordeaux, sont des bonnes mesures. Mais ça n'a pas marché. Il est beaucoup trop tôt. Oui. Il faut aussi comprendre quelque chose. C'est vous qui avez parlé des bars, de cette mesure supplémentaire. Il faut vraiment comprendre quelque chose. Quand vous mettez en place une mesure dans un territoire, il faut au moins 2 semaines pour qu'on puisse en mesurer l'impact. Ce que j'ai dit, pour donner de la visibilité, en conférence de presse, j'ai dit 2 choses. D'une part, les mesures qui pourraient
survenir si les choses ne s'arrangeaient pas, malgré ce qui a déjà été mis en place à Marseille et en Guadeloupe, ça pourrait aller jusqu'à une fermeture des bars. Et j'ai donné aussi une liste d'autres métropoles qui sont un peu en dessous du seuil critique, mais qui pourraient basculer dans quelques jours si la situation ne s'améliore pas et qui pourraient se voir à leur tour appliquer Mais des la mesures. fermeture des bars, c'est très efficace. C'est ça que je vous demande. Je ne sais pas si c'est très efficace. Et vous le Au fond, pensez, vous l'espérez. tout ce qui va permettre de réduire les contacts sociaux, hélas, parce qu'on aime bien les contacts, puis on est un pays latin, on aime bien bouger, on l'a vu cet été. J'ai essayé d'alerter cet été, notamment les plus jeunes, en disant attention, le virus n'est pas parti, il n'a pas changé, il n'a pas muté. Donc il faut qu'on fasse très gaffe, qu'on soit très vigilant dans la période qui arrive. Je donne la parole à nos téléspectateurs et je vous lis leurs questions. C'est notre rubrique On vous répond. Bonjour Monsieur le Ministre, devons-nous continuer à utiliser l'application Stop Covid? Pourquoi ne plus en parler? Question de Julien de Lyon. Et j'en parle. Vous savez, je vais même vous dire quelque chose. Ça revient. Si vous avez téléchargé Stop Covid, je rappelle que c'est gratuit, que c'est anonyme, que c'est sécurisé, c'est français en développement et en usage. Si vous téléchargez Stop Covid, ça vous permet de recevoir non seulement des informations sur le virus, mais ça permet de recevoir aussi tout de suite la notification que vous êtes potentiellement cas contact. Personne d'autre que vous n'est au courant. Personne d'autre que vous n'est au courant. Donc ça vous informe immédiatement pour pouvoir vous protéger et protéger les autres. Et si vous n'avez pas envie d'avoir l'application tout le temps ouverte sur votre téléphone, c'est votre droit, utilisez-la au moins quand vous allez justement dans un bar, lorsque vous recevez des amis chez vous, ou quand vous êtes dans une situation où les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. On peut faire davantage en termes de téléchargement et j'invite les Français qui nous regardent, puisque la question de vos téléspectateurs m'en donne l'occasion, à le télécharger. Autre question, je suis cas contact et je suis confinée chez moi en attendant les résultats de mon test. Mon employeur me demande de revenir travailler. Que dois-je faire? Si vous êtes cas contact, vous disposez de mesures d'activité partielle pendant toute la durée de la mise à l'abri, donc les 7 jours que vous allez passer chez vous depuis le dernier contact jusqu'à la réalisation d'un test PCR négatif. On ne peut pas exiger de vous que vous quittiez cette mise à l'abri et votre domicile. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu répondre à nos questions sur notre plateau. Le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès liés au coronavirus hier, c'est l'Inde, avec 1132 morts. C'est le 3e pays le plus touché depuis le début de la pandémie, derrière les États-Unis et le Brésil. Les autorités avaient pourtant tenté d'imposer le confinement très tôt. Ça n'a pas fonctionné. L'économie s'est effondrée et les plus pauvres sombrent dans la misère. Reportage de Nicolas Bertrand et Ram Bhattacharya. Pendant plusieurs jours, les médias indiens en ont fait les gros titres. Enfin, une annonce positive au milieu d'un confinement qui n'en finit pas. Fermé pendant 6 mois, le métro de la capitale New Delhi rouvre progressivement ses portes. Quelques lignes seulement et quelques heures par jour. Les voyageurs doivent aussi passer par de multiples désinfections pour pouvoir monter à bord. Mais dans les rames, le moral est en berne. Les Indiens sont épuisés par cette crise sanitaire interminable. Depuis tellement longtemps, nous étions enfermés chez nous. Beaucoup de gens ont perdu leurs emplois, beaucoup d'usines ont fermé. Il y a tellement de pertes. Nous sortons de chez nous car nous n'avons plus de revenus et nous allons mourir de faim si le corona ne nous tue pas avant. Mais si les classes moyennes qui prennent le métro sont dans une telle situation, qu'en est-il des plus démunis? En Inde, 75 millions de personnes vivent dans des bidonvilles. Premier constat, dans la banlieue sud-ouest de la capitale, de nombreux hommes sont désœuvrés. Tous ici étaient des travailleurs journaliers, mais il n'y a plus de travail. Nous étions chauffeurs. Maintenant, nous restons assis à la maison. Les patrons nous disent, s'il n'y a plus de travail, pourquoi voudrais-tu que je te paye? Nous ne gagnons plus rien. Voir mes enfants qui ont faim devant moi, c'est intolérable. Mais où puis-je trouver l'argent? Car les plus petits sont bien sûr les plus vulnérables. Les membres de cette ONG s'occupent en temps normal des enfants des travailleurs pauvres du bidonville. Mais pour le moment, leurs centres sont fermés à cause du confinement. Les distributions et les consultations sont à l'arrêt. Ils ne peuvent que constater les dégâts. Est-ce que vous l'avez pesée? Quel est son poids? Elle pèse 8 kilos. À 3 ans, il faudrait qu'elle ait au moins 3 kilos de plus. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Non, elle est en état de malnutrition. Son poids est trop faible et elle n'a pas de force. La malnutrition, résultat d'un confinement trop long, elle peut entraîner des séquelles irréversibles. Mais dans les cuisines, les réserves sont vides. Je n'ai plus de pois chiches. Il ne reste qu'un peu de riz. Il n'y a plus de légumes, plus de lait pour les enfants. Sans argent, je ne peux pas les nourrir. Quand j'aurai de l'argent, alors ils pourront manger correctement.
D'autant que ces familles se sont endettées pendant le confinement et doivent rembourser. Dans ces conditions, le coronavirus ne fait presque plus peur. Ici, il y a eu officiellement une dizaine de cas. La seule hantise, c'est la faim. L'heure n'est pas du tout au reconfinement ici en Inde. Comme vous le voyez, le gouvernement ne veut même pas l'envisager. Le confinement total, ça n'a pas marché ici. Alors maintenant, il faut tout tenter pour réparer les dégâts et relancer l'économie qui s'est complètement effondrée en 6 mois. Le monde entier a adopté le masque comme moyen de prévention. Il a ses inconvénients, mais peut-être pas autant qu'on le dit sur les réseaux sociaux. Bonsoir Julien Lenny. Bonsoir. Dans Faux et usage de faux, vous nous dites s'il est dangereux de porter un masque. Et en tout cas, Anne-Sophie, sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus nombreux à considérer, oui, que le masque est dangereux. Et ce, avec plusieurs affirmations. La première d'entre elles, regardez, c'est sur Facebook. Dimanche dernier, une pédiatre publie ce long message, déjà relayé plus de 10 000 fois en quelques jours seulement. Il est écrit notamment ceci, regardez. Ce masque, selon cette pédiatre, soi-disant barrière, est devenu, je cite, un piège à microbes, un piège à virus, y compris le Covid. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'effectivement, en portant un masque, on risque d'inhaler ses propres microbes et virus ? Et surtout, est-ce que c'est dangereux ? Écoutez tout de suite la réponse d'un médecin spécialiste des maladies respiratoires. Il s'appelle Gilles Dixot. C'est la fonction même du masque, de retenir les bactéries et les virus que l'on est susceptible d'émettre pour ne pas les transmettre aux voisins. Mais ce sont nos bactéries et nos virus, et on ne va pas s'auto-infecter avec nos propres bactéries et nos propres virus. Donc c'est pas grave. Bref, c'est très clair, en médecine, pas d'auto-infection, y compris avec le coronavirus. Voilà pour la première affirmation. La deuxième, ça se passe encore sur Facebook. Regardez ce visuel relayé déjà près de 7000 fois. Il est écrit « L'utilisation prolongée du masque produit de l'hypoxie ». L'hypoxie, en 2 mots, c'est un manque d'oxygène dans le sang. Ça peut évidemment être très dangereux, mais est-ce qu'on risque vraiment l'hypoxie en portant un masque ? Pour répondre à cette question, un médecin généraliste a fait un petit test via une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Regardez, ce médecin généraliste, le voici. Il ne porte au début de son masque pas de masque sur son visage, vous le voyez. Et sur la gauche, sur le moniteur, regardez bien, on voit 99. C'est le taux d'oxygène dans son sang, ça veut dire qu'il est en très bonne santé. On regarde la suite du test. Il porte d'abord un premier masque, vous le constatez. Là encore, tout va bien. Il est en bonne santé, 99% d'oxygène dans son sang. Et pour pousser le raisonnement jusqu'au bout, il va aller jusqu'à porter 6 masques en même temps sur son visage. Et encore une fois, 99% d'oxygène dans son sang. Ce monsieur est en très bonne santé. Et ça aurait aussi été le cas s'il avait porté son masque pendant de nombreuses heures, comme nous le confirme l'INSERM en France. Enfin, Anne-Sophie, pour être tout à fait complet, il est vrai que porter le masque très longtemps, eh bien, ça peut causer des petites difficultés, des problèmes de peau, par exemple, type acné ou rougeur, mais en aucun cas de graves problèmes de santé, comme certains l'affirment sur les réseaux sociaux. Merci Julien. Parfois, des faits divers, parce qu'ils choquent ou émeuvent les Français, font réagir la classe politique, comme l'affaire de ce couple qui ne pouvait récupérer sa maison occupée par des squatteurs à Théoul-sur-Mer. Les députés ont adopté hier un amendement qui permet de mieux protéger les propriétaires de résidences principales ou secondaires. Olivier Feignet, Diane Schlinger. À Théoul, pendant plusieurs semaines, la maison de vacances d'un couple de retraités occupée par des squatteurs. Dans la Nièvre, la résidence secondaire d'une retraitée elle aussi investie et des squatteurs filmés par le fils de la propriétaire qui se disent dans leur bon droit. Comme je connais la loi, je sais que la loi elle est comme ça. Sauf que la loi pourrait bientôt changer avec une procédure administrative raccourcie. Les préfectures pourraient décider en 48 heures d'une expulsion et l'exécuter 24 heures plus tard. Actuellement, les délais sont imprévisibles, parfois plusieurs mois. Un changement proposé par ce député. Quand il s'agit de rentrer chez vous, dans votre domicile principal ou dans une résidence secondaire qui vous appartient, vous n'allez pas attendre, en tout cas il n'est pas normal que vous ayez à attendre des mois ou des années avant de pouvoir le faire. Des expulsions facilitées sur le papier. Pour cet avocat sur le terrain, ce sera forcément plus compliqué. Je suis sceptique sur l'effectivité. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Est-ce que le préfet pourra vraiment répondre dans les 48 heures ? Puisqu'il doit apprécier en 48 heures la situation du squatteur et celle du propriétaire. Donc ça va être difficile. Apprécier la bonne ou la mauvaise foi, ça me paraît très difficile dans un délai aussi bref. Tous les logements seraient concernés, résidences principales, secondaires et même occasionnelles. Ce terme inquiète les associations, il pourrait servir à des propriétaires indélicats face à des locataires démunis. J'imagine très bien un marchand de sommeil qui loue non déclaré, dans un pavillon découpé, et puis son locataire va se plaindre au service de l'hygiène. Bon, le service de l'hygiène arrive. Et puis il dit non, mais c'est pas un locataire, il n'a aucune preuve qu'il habite là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, il raconte des histoires, et hop, il obtient l'expulsion. Le texte sera débattu dans l'hémicycle à la fin du mois de septembre.
Il est sorti de son silence. Édouard Philippe, ancien Premier ministre et personnalité politique la plus populaire de France, a parlé hier à Octeville-sur-Mer, où il était venu soutenir une sénatrice Les Républicains. On ignore encore quel rôle il entend jouer dans les années à venir. Vous voulez en savoir plus? Valérie Astruc et Julien Babsa nous emmènent dans la tête d'Édouard Philippe. Dans la tête d'Édouard Philippe, il y a un sabre, un pommier et un panda. Le sabre qui l'accompagne depuis le début de sa carrière, souvenir de son service militaire. Une période qui livre un indice sur ses ambitions. Ça m'a montré que l'endurance était une qualité. Ne pas livrer l'assaut tout de suite et en bon militaire, rester discipliné surtout vis-à-vis du chef. Personne, jamais, ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Cette loyauté, c'est ce qui a plu aux Français, principal ingrédient de sa popularité. Le voici à présent à son compte, maire du Havre. Mais officiellement, ses proches le répètent. Je crois surtout qu'il a envie d'aider le président à être réélu en 2022. Édouard Philippe, il est loyal. Dans la tête d'Édouard Philippe, il y a un pommier planté dans le jardin de Matignon à son arrivée. Clin d'œil à Jacques Chirac et son slogan de 95, manger des pommes. Il n'appartient plus à aucun parti de droite, mais il soutient des candidats LR au sénatorial. Ne jamais clairement afficher la couleur, c'est son côté normand. Peut-être oui, peut-être non. Rester dans la vie politique, ne pas insulter l'avenir. Il faut toujours faire attention quand en France on parle d'ambition, car c'est souvent un mot qui est porté à votre débit. Le président a suggéré qu'il organise la majorité pour ne pas laisser un rival dans la nature. Proposition laissée sans suite. Dans la tête d'Édouard Philippe, il y a un panda. Référence à sa tache blanche sur sa barbe qui lui vaut d'être surnommé par ses proches Kung Fu Panda. Animal pacifique qui endort l'adversaire, mais pourrait-il se mettre en position de combat pour la présidentielle? Hier soir, autre indice, il empruntait le même langage que le président. Je pense que nous allons affronter une tempête. Nous aurons bien besoin, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, de cette capacité de rassemblement, de dépassement. Promis, il ne sera pas candidat contre Emmanuel Macron. Mais si le président est empêché, sera-t-il un recours ou bien vise-t-il 2027? Entre le kung-fu, le pommier et le sabre, Édouard Philippe n'a encore annoncé ni son combat, ni ses armes. Un triste record, celui de la fonte de la banquise arctique. Elle a perdu quasiment la même surface qu'en 2012, année du record absolu. En 40 ans, c'est la moitié de la banquise qui a disparu. Explication de Nicolas Châteauneuf depuis son studio virtuel. Depuis 100 000 ans, la glace est là, à perte de vue. Au pôle Nord, la mer gèle chaque hiver pendant la nuit polaire et la banquise forme une couche de glace flottante qui peut couvrir une superficie équivalente à 30 fois celle de la France. Sous cette glace d'eau de mer, de 2 à 3 mètres d'épaisseur, l'océan Arctique et ses 4000 mètres de fond, riche d'une vie marine unique. Mais sous l'effet du réchauffement, l'Arctique fond. Les températures augmentent ici 2 à 3 fois plus vite que dans le reste du monde. Et un cercle vicieux s'est enclenché à cause notamment de l'effet albédo. La banquise est d'une blancheur éclatante, elle réfléchit 95% des rayons du soleil. Quand elle fond, elle libère l'océan en dessous, qui lui est sombre et emmagasine la chaleur. Conséquence, plus la banquise fond, plus l'océan se réchauffe et plus la fonte s'accélère. Vu de l'espace, c'est spectaculaire. En ce moment même, la banquise arctique recouvre à peine la moitié de la superficie que l'on mesurait il y a 40 ans. Elle est aussi de moins en moins épaisse. La rapidité du phénomène surprend même les scientifiques qui pensent maintenant que la banquise est condamnée à disparaître en été. Et pour certains, d'ici 15 ans. Un bouleversement pour l'Arctique et pour la planète. Une menace directe pour de nombreuses espèces animales, comme les ours polaires, qui n'auront plus d'habitat pour chasser, pour se reproduire ou se reposer. Si la fonte de la banquise n'a pas d'impact direct sur la montée du niveau des mers, elle en a sur le climat mondial en modifiant les vents et les courants océaniques. Avec la banquise, c'est en fait le climatiseur de la planète qui disparaît.